Déjà, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là pour cette première conférence de l'année, de l'année 2022 que vous offre le pôle Mémo en collaboration avec les rencontres. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir et de vous présenter un invité de marque, Monsieur Michel Abitbol, historien orientaliste de grande renommée et professeur à l'université hébraïque de Jérusalem. Cher public, nous tenons à vous remercier pour votre présence à notre conférence, mais aussi pour l'intérêt que vous portez pour l'histoire des relations judéo-arabes, qui fait partie de notre histoire à tous. Spécialiste dans l'étude du dialogue judéo-arabe, vous êtes né au Maroc en 1943 et avez poursuivi votre carrière universitaire à Jérusalem, en Israël. Vous êtes 2 fois directeur à l'Institut Ben-Zvi et avez enseigné à l'université Paris 8, à Yale, à l'école pratique des hautes études, à l'école des hautes études en sciences sociales, à Sciences Po Paris et à l'INALCO. Vous avez été pendant 2 ans directeur de la pédagogie au ministère israélien de l'éducation et dans le cadre du projet Aladdin, programme culturel international lancé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et parrainé par l'UNESCO. Vous dirigez la collection Histoire partagée, consacrée à l'histoire que partagent juifs et musulmans, pays par pays. Vous avez publié de nombreux ouvrages en rapport avec le dialogue judéo-arabe, parmi lesquels Les Amnésiques, juifs et arabes à l'ombre du conflit du Proche-Orient, publié en 2005. Votre ouvrage Le passé d'une discorde, juif et arabe depuis le 7e siècle, vous a valu en 2000 le prix Thiers d'histoire et de sociologie de l'Académie française. Votre dernier livre, publié en 2018, retrace l'histoire d'Israël de 1948 jusqu'à nos jours. Ainsi, c'est l'ensemble de votre carrière professionnelle qui dénote d'un intérêt profond pour le dialogue judéo-arabe. 2 moments guideront notre conférence. D'abord, M. Abitbol répondra à nos questions relatives à l'histoire des relations judéo-arabes, à leurs identités et à leurs héritages. Ensuite, bien sûr, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Mais avant tout, ouvrons la conférence avec cette question. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à vous spécialiser sur les relations judéo-arabes? Y a-t-il des moments dans votre vie, des rencontres, des figures qui vous ont marqué pour avoir un tel parcours? Je crois que mon réponse sera toute simple. Je suis né au Maroc et j'ai vécu dans une réalité où il y avait des Juifs et des Arabes. Donc c'est un sujet, disons, qui m'a intéressé tout naturellement. Et puis j'ai eu une triple scolarité au Maroc. J'étais dans une école hébraïque, juive, avec des études hébraïques, bien sûr, une école française. Et aussi, assez tôt, je me suis spécialisé dans la langue arabe, la littérature arabe et la culture arabe. Donc c'est avec ce bagage que j'ai commencé mes études universitaires. Entre-temps, je me suis aussi intéressé à l'Afrique. L'Afrique noire, c'était le sujet de ma thèse. Mais c'est une Afrique noire dans ses relations avec l'Afrique blanche. Et plus exactement, c'est les relations du Mali actuel, ou le Soudan occidental, comme on l'appelait à l'époque, et le Maroc au XVIIe siècle. Ce que les gens ignorent, c'est que le Maroc a occupé cette région du monde, la ville de Tombouctou, et le Maroc, le roi du Maroc, était reconnu comme souverain légitime d'une ville comme Tombouctou, en fait, jusqu'à l'arrivée des Français. Donc, à partir de cette histoire entre le Maroc et l'Afrique noire, je me suis intéressé plus largement à l'Afrique du Nord, et notamment au Maroc, et d'ailleurs j'ai écrit une histoire du Maroc. Ce qu'elle avait aussi de particulier, cette histoire du Maroc que j'ai écrite, bien entendu, il y a une certaine sensibilité, c'est tout à fait normal, mais c'est une histoire, le Maroc avait jusqu'à présent écrit, plutôt on a écrit l'histoire du Maroc de 2 points de vue généraux qui se concurrençaient d'une certaine manière. C'est l'histoire marocaine vue par la France, ou vue par les historiens français. D'ailleurs, c'était, donc, si vous voulez, une histoire, je dirais pas une histoire coloniale du Maroc, mais une histoire, une approche plus ou moins
européenne ou occidentale du Maroc. Et puis il y avait les historiens marocains qui ont écrit des histoires du Maroc du point de vue des archives marocaines, des documents marocains. Moi-même, comme j'appartenais au Maroc à une minorité, à savoir la minorité juive du Maroc, d'une certaine manière, j'ai essayé d'écrire une histoire globale du Maroc, tenant compte aussi bien de la vision française, de la vision européenne, coloniale, de cette histoire, que de la vision marocaine locale. Et puis j'y ajoutais aussi des textes, des sources, disons, qui étaient inconnues des historiens précédents, à savoir des sources hébraïques. Parce que ce qu'il y a de particulier dans cette histoire, dans cette présence juive au Maroc, c'est que, en fait, d'une certaine manière, les Juifs au Maroc, ce n'était pas un élément passif. Au contraire, ils ont joué un rôle d'une énorme importance dans la vie économique du Maroc, dans la vie diplomatique du Maroc, dans les relations entre le Maroc et le monde extérieur. Et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, à l'heure actuelle, vous avez des dizaines de milliers d'Israéliens ou de Canadiens ou de Français d'origine marocaine qui, chaque année, visitent le Maroc. Parce qu'ils ont quitté le Maroc depuis des années, mais la tâche au Maroc, l'attachement au Maroc est resté vraiment une réalité très vivante. Pardon. Oui, d'accord. C'est ce que oui, excusez-moi. Donc, c'est cette histoire personnelle donc, qui explique mon intérêt pour le sujet judéo-arabe. Et puis, bien entendu, on ne peut pas ignorer le drame actuel des relations judéo-arabes dans l'État, au Moyen-Orient en général, en Israël en particulier. Un drame aussi qui a commencé avec le départ des Juifs des pays arabes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus d'1 million de Juifs vivant en pays arabes. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, ou quelques milliers seulement, au Maroc, entre autres. Et donc, ce départ, en tant qu'historien, j'y vois, où je le vis, si vous voulez, comme un drame, comme un arrachement. Juste pour souligner l'importance de ce sujet. Vous savez, les Juifs ont vécu en Afrique du Nord bien avant l'arrivée des Arabes. Donc les indigènes, les vrais indigènes, si vous voulez, de l'Afrique du Nord, et pas seulement de l'Afrique du Nord, même au Moyen-Orient, vous prenez le cas de l'Irak, vous prenez le cas de l'Égypte, c'était des Juifs. Voilà, du jour au lendemain, en l'espace de dizaine d'années, une vingtaine d'années, ces communautés juives ont disparu. Ils ont disparu, ils sont installés un peu partout dans le monde, mais notamment en France et en Israël. En Israël, bien sûr, c'est le conflit israélo-arabe. Le conflit israélo, donc encore une fois, un aspect de ce drame entre juifs et arabes qui est plus politique, plus géopolitique, avec toutes les guerres que l'on connaît. Et puis, en France, si vous voulez, c'est encore une rencontre entre juifs d'Afrique du Nord et nord-africains, musulmans, et une rencontre qui, à la lumière de ce qui se passe dans l'actualité française aujourd'hui, est devenue aussi, où on nous la présente comme quelque chose d'explosif, comme quelque chose de terrifiant. Et donc, c'est pourquoi je pense sérieusement que l'histoire des relations entre juifs et arabes, c'est une sorte de fil rouge qui se déroule depuis la Seconde Guerre, depuis peut-être le Moyen-Âge. Et à travers ces relations, on peut comprendre beaucoup de choses. On peut comprendre aussi les échanges culturels, les échanges économiques au Moyen-Âge, au XVIIIe, au XIXe siècle. L'apport des uns aux autres, aux civilisations de l'un comme de l'autre. Par exemple, juste un exemple, on ne peut absolument pas comprendre l'évolution du judaïsme, je parle du judaïsme médiéval, sans l'apport de l'islam.
C'est l'islam qui a transformé je parle du judaïsme en tant que religion, le judaïsme en tant que culture. Donc, parler de relations juives-arabes comme on l'entend souvent, surtout ces derniers temps, comme une sorte de conflit existentiel, ou une sorte de guerre de civilisation, comme on l'entend, c'est vraiment faire fausse rouge et c'est oublier vraiment des pans entiers de cette histoire, des échanges entre juifs et arabes. Justement, pour revenir sur les relations judéo-arabes, donc il y a une exposition qui se tient aujourd'hui à l'Institut du monde arabe portant sur les Juifs d'Orient, une histoire plurimillénaire. Donc cette exposition, elle fait les récits de cette coexistence entre les communautés juives et la population de l'Empire ottoman, donc tour à tour féconde ou tumultueuse, et témoigne du rôle de chacun dans l'enrichissement de la culture et de la religion d'autres. Donc est-ce que vous pourriez faire un retour justement sur les prémices de cette rencontre entre les deux communautés? Oui, alors les prémices ont commencé en Arabie. Et en Arabie, et la présence juive est attestée bien avant l'arrivée de l'islam. Et on sait par exemple que le prophète Mohammed, avant de commencer sa carrière de prophète, de fondateur de l'islam, avait des contacts très, très étroits avec les juifs, et il a probablement puisé dans les traditions juives, dans les légendes juives, dans les textes juifs, une bonne partie de ses connaissances du monothéisme. Et donc, l'islam a commencé, je ne dirais pas dans une sorte de symbiose, mais il a commencé avec une sorte de contact assez étroit avec le judaïsme. Quand le prophète est apparu, au départ, il a eu des opposants, mais il y avait aussi des opposants arabes à la Mecque, et aussi des opposants juifs. Mais la première phase de la vie du prophète, c'est au contraire, on assiste à une volonté du prophète de vouloir créer une sorte de nouvelle religion qui inclurait les juifs, les chrétiens et tous les habitants de la Mecque. Et ça a donné lieu à une phrase très célèbre et très connue du Coran: à chacun sa religion, les juifs les leurs, les musulmans les leurs. Et puis, tout avait bien commencé, si vous voulez, et à un moment, le prophète avait espéré ou était persuadé que les juifs allaient devenir aussi musulmans, que les juifs allaient l'accepter en tant que fondateur de cette nouvelle religion. Il était d'autant plus persuadé que le prophète pensait que son avènement était annoncé dans la Bible, mais la Bible originelle, pas la Bible utilisée par les juifs ou les chrétiens de son époque. Et au départ, donc, pour faciliter l'adhésion des juifs à l'islam, le prophète va utiliser certaines traditions juives. Par exemple, il va demander à ses premiers adeptes de prier la tête tournée vers Jérusalem, de respecter le jeûne du Kippour, de respecter aussi le repos hebdomadaire du samedi. Mais ça n'a rien donné, les Juifs ont refusé ces gestes de bonne volonté de la part du prophète, et nous assistons à une deuxième phase, c'est la phase vraiment de l'affrontement entre les tribus juives, parce qu'ils étaient très, très importants en Arabie, et les premiers adeptes de l'islam. Et c'est à la suite de cet affrontement, les juifs de l'islam, les juifs d'Arabie, vont être défaits, et ils vont obtenir un statut spécial, c'est le statut de dhimmi, à savoir de protégés. Ils sont protégés, mais désarmés par les musulmans, et en signe de cette soumission, ils doivent payer un impôt spécial, un impôt de capitation, qui lui-même est un indice d'humiliation. Et donc on pouvait se dire qu'après cette période d'affrontement, que les relations entre juifs et musulmans allaient mal tourner par la suite. Au contraire, ce qu'on voit, c'est qu'à la mort du prophète,
quand l'islam va se répandre au Moyen-Orient, on va assister, comme je vous le disais tout à l'heure, à un véritable âge d'or du judaïsme. D'abord parce que l'islam va reconnaître aux juifs le droit d'exercer leur religion. Or, vous savez, avant l'arrivée de l'islam, il y avait les Byzantins, il y avait le christianisme. Le judaïsme était interdit, même en Palestine, la Palestine byzantine. Or, l'islam va leur accorder cette liberté. L'islam va permettre aux juifs de revenir à Jérusalem, alors que les juifs étaient interdits de retour à Jérusalem. Et si les juifs étaient tellement impressionnés par cette ouverture de l'islam, qu'ils étaient persuadés que l'arrivée de Mohammed, de l'islam, allait, allait précipiter l'avènement du Messie. Les Juifs attendent toujours le Messie. Et donc, les départs étaient le départ après la mort de Mohammed, c'était, on va citer, une véritable âge d'or du judaïsme. Les Juifs vont jouer un rôle très important dans l'administration musulmane. Dans certaines régions, par exemple en Espagne, les Juifs vont même participer à la conquête de l'islam, de l'Espagne par les musulmans. Et ce statut d'immi va être élargi au fur et à mesure à d'autres populations musulmanes. Et donc on va assister à une première phase d'accommodement, d'harmonie, de relations harmonieuses entre musulmans et juifs. Et tout cela va durer plus ou moins jusqu'au XIIIe siècle. Jusqu'au XIIIe siècle, quand l'islam va se sentir menacé, avec la reconquista espagnole, avec l'arrivée des Mongols en Irak, et puis aussi l'arrivée des croisés à Jérusalem, quand l'islam va se sentir menacé, ce sera un islam plus dur à l'égard des minorités. Et c'est un islam qui va obliger les minorités, aussi bien chrétiennes que juives, à se cloisonner. Et c'est un islam qui va devenir un peu plus intolérant qu'il ne l'était auparavant. Mais, de tout temps, et c'est très important à souligner, il y a eu une liberté de culte en termes d'islam pour les juifs. Les juifs pouvaient librement exercer leur religion. Il faut juste rappeler que pour un pays comme la France, il fallait attendre la Révolution française pour que l'exercice du judaïsme soit libre, n'est-ce pas, soit toléré. Alors qu'en islam, c'était quelque chose d'évident depuis toujours. Un autre aspect de cette vie juive en islam, il n'y a jamais eu de prosélytisme musulman à l'égard des juifs. Bien sûr, il y a eu des conversions, etc. Mais ce n'était pas, dans le logiciel musulman de convertir les juifs de France, alors que dans l'Europe du Moyen-Âge, c'est ce qui se faisait, et cela se faisait couramment. Donc, en dépit de ce cloisonnement, donc, il y avait quand même des différences notoires entre l'attitude de l'islam à l'égard du judaïsme et l'attitude du christianisme à l'égard des juifs. Et puis, même dans ces périodes, disons, d'intolérance, parce qu'il y a eu des passages à vide, des passages très, très, très violents dans cette histoire. L'arrivée de l'époque almohade en Espagne, l'époque almohade au Maroc, où cette dynastie, c'était une dynastie très, très fanatique, a voulu forcer les Juifs à se convertir. Malgré tout, l'islam, quand les Juifs ont été expulsés d'Espagne en 1492, ce sont deux empires musulmans, à savoir l'Empire ottoman et le Maroc, qui vont accueillir ces expulsés d'Espagne en Afrique du Nord. Et donc, c'est ce qui donne en fait à cette présence juive en terre d'islam une sorte de pérennité qui s'est poursuivie malgré tous les aléas, malgré tous les problèmes. Ça. Oui, excusez-moi. C'est bon? Ouais, je pense qu'on m'entend. Monsieur Abitbol, j'aimerais revenir sur un point. Vous y avez fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire les populations juives
au tournant des années 50 en Afrique du Nord. À titre d'exemple, le Maroc, en 1952, comptait 200 000 juifs. C'était la plus grande communauté juive en Afrique du Nord. Aujourd'hui, on en compte seulement quelques milliers. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce point? Et surtout, dans les autres pays, notamment Bahreïn, qui est une exception au Moyen-Orient, mais aussi les autres pays du Proche-Orient, bien sûr, comment ont été gérés ces héritages juifs? Est-ce qu'ils ont été reniés? Est-ce qu'ils ont été revivifiés? Est-ce qu'on remarque des disparités et des différences? Oui, on remarque une disparité énorme, parce que vous avez le cas marocain qui est vraiment un cas à part. Le Maroc aujourd'hui est le seul pays, à ma connaissance, dont la Constitution, ou les préliminaires de la Constitution, reconnaît l'identité juive, ou reconnaît l'affluence juive comme une partie intégrante de l'identité marocaine. Le Maroc est le seul pays, à ma connaissance, qui accepte d'enseigner l'histoire de la Shoah en tant que partie intégrante des cours d'histoire. Alors, mais pour revenir à votre question, je dirais qu'est-ce qui est arrivé en 52? Alors, il y a bien sûr l'avènement depuis la fin du XIXe siècle, en fait, du nationalisme, aussi bien le nationalisme juif, qui est le sionisme, que le nationalisme arabe, qui va donner lieu au mouvement d'indépendance. Ce nationalisme, aussi bien juif qu'arabe, c'était un nationalisme avec une dimension religieuse assez prononcée. Par exemple, le nationalisme juif, le sionisme mettait l'accent sur le retour des juifs à Jérusalem, au nom d'un certain héritage millénaire ou d'une tradition millénaire. Et le nationalisme arabe, bien sûr, mettait l'accent sur l'islam, sur l'identité musulmane, ce qui excluait, bien sûr, les juifs de cette identité. Or, comme ces deux nationalismes s'affrontaient, il était évident que les juifs de ces pays arabes n'allaient pas sortir indemnes de cet affrontement. Et d'ailleurs, dans les faits, il y a eu vraiment des attaques. Il y a eu quelques pogroms en Libye. Il y a eu des attaques, par exemple, en Algérie même, à Constantine, en 1934. On ne peut pas parler de pogroms, mais disons, à cause de cet affrontement des nationalismes, des deux nationalismes, on va inciter vraiment à une nette détérioration des relations entre juifs et arabes dans ces pays. Il faudrait ajouter aussi l'expérience de la Shoah, ailleurs en Europe, etc. Et cette expérience de la Shoah va, disons, modifier, mais de façon radicale, la mentalité juive à travers le monde. Et elle va donner naissance à une plus grande sensibilité juive aux persécutions, une plus grande crainte des juifs, aux peurs des juifs de ces attaques, de ces pogroms. Et puis il y avait aussi, bien sûr, quand on parle de 52, c'est les mouvements d'indépendance. Pour les juifs, c'est quoi les mouvements d'indépendance? C'est-à-dire c'est le départ de la France. Pour prendre le cas du Maroc, le départ de la France, les juifs ont accepté certainement bien plus que les musulmans cette présence française. Ils ont accepté avec enthousiasme, on peut même dire, la culture française. Et puis, quand il y a eu l'indépendance, ils ont eu peur, en fait, des conséquences du départ de la France. Et puis d'autant plus qu'ils s'imaginaient qu'après le départ de la France, le Maroc va se remarganiser, il va s'arabiser, donc il n'y avait plus de place, il n'y aurait plus de place pour les nouvelles élites juives, les nouvelles générations juives qui avaient étudié dans les écoles françaises, etc. Et puis, pour parfaire cet ensemble, ce faisceau de causes, il y en a eu une autre encore plus importante, c'est les guerres israélo-arabes. Les guerres israélo-arabes qui ont commencé en 1948, puis en 1956. 1956, c'est le début en fait du mouvement d'indépendance au Maroc. Et il n'y a pas eu de massacre de juifs dans ces pays-là.
Mais bien entendu, les guerres israélo-arabes, à savoir que désormais, à partir de ces guerres, à partir de ces conflits du Moyen-Orient, Arabes et Juifs vont devenir des ennemis sur le plan politique. Alors tout cet ensemble a provoqué des départs, et bien sûr, il faut ajouter aussi les encouragements. Les encouragements de la part des sionistes, des Israéliens, qui ont encouragé les Juifs à partir, mais aussi, on peut dire que des encouragements de la part des autorités locales. Des autorités locales qui ont trouvé en fait que c'était une bonne chose que les Juifs partent, qu'ils laissent les administrations, disons, qu'ils vident, qu'ils laissent des postes d'administration vacants pour les nouvelles élites locales, et ainsi de suite. On est arrivé à un point tel, par exemple, pour le cas de l'Irak, où il y avait quand même une communauté juive très importante, que les Israéliens ne voulaient pas recevoir ces juifs d'Irak, et c'est le gouvernement irakien qui poussait, qui a fait pression sur le gouvernement israélien pour qu'on envoie des avions et ramener ou rapatrier, comme vous voulez, ou expédier les juifs vivant en Irak en Israël. Donc c'est un concours de circonstances qui commence en fait dans les origines, commence depuis l'apparition du nationalisme. C'est sûr que l'apparition du nationalisme a faussé les relations entre juifs et arabes, a été une cause déterminante de la détérioration des relations entre juifs et arabes. Pour venir au cas de Bahreïn, à mon avis, c'est une communauté toute neuve, n'est-ce pas? C'est une communauté de commerçants, une communauté de passage, et je pense sérieusement qu'elle ne fait pas partie de cet ensemble historique de présence juive en terre d'islam. Oui, je voudrais vous dire ce que je disais tout à l'heure pour le Maroc, c'est le seul pays, véritablement, où on respecte le patrimoine juif, non seulement sur le plan littéraire ou sur le plan verbal, mais aussi dans la réalité, depuis une vingtaine d'années, même un peu plus, les synagogues juives qui n'ont plus aucune fonction, puisqu'il n'y a plus de juifs, sont restaurées par le pouvoir central, le pouvoir marocain. Il en est de même des cimetières, etc. Donc, et ce patrimoine, les autorités marocaines reconnaissent ce patrimoine juif comme faisant partie du patrimoine marocain. Je ne pourrais pas dire autant de l'Algérie, mais de la Tunisie, oui. Oui, il y a une reconnaissance de ce patrimoine juif en Tunisie. L'Irak, peut-être, ces derniers temps, il y a une sorte de réveil. En Égypte, un tout petit peu, mais de tous les pays arabes, c'est sûr que le Maroc fait exception. Donc on voudrait maintenant aborder la question de l'héritage de ces communautés. Donc Aline Malouf, dans son livre « Les identités, ma prière », expliquait que du conflit des mémoires, il peut se traduire un conflit d'identité, particulièrement lorsqu'on tire son héritage de deux communautés souvent mises en opposition et souvent distinctes. Donc comment pouvons-nous réconcilier l'héritage juif et arabe, surtout lorsqu'on est en proie à ce même conflit? Oui, merci pour votre question, elle est très importante. Vous avez aujourd'hui certains, surtout, disons les choses plus clairement, dans l'actualité française, n'est-ce pas? Quand on vous parle de l'expérience juive en terre d'islam, on la présente comme quelque chose d'absolument infernal. Et que les juifs ont toujours été massacrés, vilipendés en terre d'islam. Alors en face, vous avez ceux qui, au contraire, expliquent que la présence juive en terre d'islam, c'était vraiment quelque chose de paradisiaque. Et que c'est l'arrivée des colons, l'arrivée des Français, l'arrivée des Européens à la fin du XIXe siècle qui a dérangé cette belle harmonie entre juifs et musulmans. Et tout comme ceux qui parlent de cette ambiance ou cette vie infernale des juifs en terre d'islam, eux utilisent l'image contraire, à savoir grâce au colonialisme, grâce à la France, les juifs ont pu avoir une vie plus ou moins correcte en terre d'islam. En fait, la réalité, elle est entre les deux, même pas. On peut dire, grosso modo, que
comme dans toutes les histoires du monde, il n'y a jamais eu une histoire linéaire des Juifs entrés à l'islam, une histoire d'un malheur linéaire, ou à l'inverse, une islam d'un bonheur infini du début jusqu'à la fin. Il y a eu des périodes heureuses, des périodes très malheureuses, et même dans les périodes malheureuses, il y avait des régions où tout se passait très bien. Et bien entendu, dans les périodes heureuses, il y avait aussi des zones, il y avait aussi des lieux où ça se passait très mal. Donc, il faut, si on considère les relations juifs et musulmans comme des relations politiques entre deux populations, on peut bien sûr les combiner, on peut bien sûr les comprendre et même trouver une sorte de dénominateur commun. Parce qu'ils ont malgré tout énormément de choses en commun. Tout d'abord, les deux religions, l'islam et le judaïsme, sont des monothéismes, disons, sans faille. Ce sont des monothéismes avec un Dieu, n'est-ce pas, auquel on accède directement, sans intermédiaire, sans ange, si vous voulez, sans médiateur. Dans l'islam, comme dans le judaïsme, il y a une sorte de démocratie du savoir. Pour être un érudit juif ou un érudit musulman, il faut tout simplement posséder la science juive ou la science musulmane, juridique musulmane, donc il y a des choses en commun. Dans la réalité juridique aussi, il y a énormément de parallélisme à faire entre l'islam et le judaïsme. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas comprendre l'islam, le judaïsme sans l'apport de l'islam, tout comme on ne peut pas comprendre l'islam sans l'apport du judaïsme. Par exemple, il y a un pan entier de l'islam que l'on appelle les traditions bibliques, n'est-ce pas, qui en fait ce sont des traditions juives qui ont été véhiculées par l'islam et qui font partie du corpus culturel musulman. Donc il y a énormément de choses en commun entre ces deux religions, et puis il y a aussi l'histoire. L'histoire elle-même, par exemple, si je prends encore le cas du Maroc, vous savez, aussi bien les juifs que les musulmans pratiquent ce qu'on appelle le culte des saints. Ce culte des saints juifs et musulmans, et souvent les juifs et les musulmans vénèrent les mêmes saints, vénèrent les mêmes sites religieux. Il en est de même pour la musique. On ne peut pas comprendre la musique classique andalouse, n'est-ce pas, sans l'apport des juifs. Les juifs sont devenus une sorte de conservatoire de cette musique andalouse. Et au Maroc, à Tanger, etc., on a créé un projet pour retrouver cette musique andalouse traditionnelle. Il a fallu faire appel aux juifs parce que les juifs ont conservé ces traditions musulmanes, et ces traditions musicales, pardon. Et on peut dire autant des relations entre le mysticisme juif et le mysticisme musulman. Donc il y a toujours eu des rapports, il y a un véritable patrimoine commun. Mieux encore, les historiens du Maroc aujourd'hui, tout comme les historiens d'Irak, savent que le Maroc est riche, ou que le judaïsme marocain est riche de chroniques locales. On racontait l'histoire où les rabbins marocains enregistraient les faits historiques les plus importants. Aujourd'hui, c'est une évidence. Ces chroniques sont un élément essentiel de l'historiographie marocaine. Ces chroniques juives, etc. Donc il y a et puis bien entendu, les chroniques musulmanes aussi jouent un rôle important pour retracer l'histoire des Juifs entrés à l'islam. Donc il y a un patrimoine. Ce serait une erreur, c'est une erreur même tragique, dramatique de croire que les relations entre Juifs et musulmans ont de tout temps été des relations de conflit. Juste pour terminer, même si on entre en Palestine, si vous voulez, la ville de Jérusalem, la ville de Jérusalem, il y a toujours eu des Juifs et des musulmans vivant à Jérusalem avant l'arrivée des sionistes. Il y avait des relations très étroites entre familles juives et familles musulmanes, qui avaient souvent les mêmes coutumes, qui avaient souvent les mêmes attentes.
qui allaient dans les mêmes écoles. Et il a fallu, en fait, l'arrivée des années 30, les débuts véritablement du conflit israélo-arabe tel que nous le connaissons aujourd'hui, pour que ces relations entre juifs et musulmans, généralement c'était des juifs séfarades et musulmans de Jérusalem, deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, dans un livre coécrit avec Jean-Christophe Attias et Esther Benbassa, s'intitulant Juifs et musulmans, une histoire partagée, un dialogue à construire, vous expliquez et répondre à deux écueils. Le premier, qui est celui de croire qu'il y a eu un âge d'or durant le Moyen-Âge des relations entre les communautés juives et les communautés musulmanes, donc une époque de paix entre ces deux communautés, et le second, qui est de croire que ces relations ne sont faites que de massacres, de sévices et de tortures. Alors comment pourrions-nous définir l'état de ces relations aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'elles sont devenues, d'abord il faut rentrer dans l'histoire. Et ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas forcément, ne reflète pas forcément ce qui s'est passé au XIXe siècle, ni ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Et vous savez, même aujourd'hui, si on prend vraiment l'actualité la plus brûlante, l'actualité israélienne, il y a bien sûr le conflit, il y a toujours la guerre, mais il y a un ministre arabe au gouvernement israélien. Il y a des relations économiques très étroites entre Israéliens arabes et Israéliens juifs. Donc il y a aussi ces aspects qu'il faut juste entrer dans les hôpitaux israéliens pour voir le grand nombre de médecins israéliens, d'infirmiers israéliens. L'actuel responsable une sorte de responsable du Covid en Israël est tout simplement un arabe israélien. Mais bien entendu, c'est un aspect de l'actualité, mais bien sûr, ça ne couvre pas toute l'actualité. Il y a hélas le conflit entre Israéliens et Palestiniens. À côté, il y a le conflit, bien sûr, entre Israéliens et Iraniens. Mais on ne peut pas ignorer les progrès enregistrés ces dernières années. Aujourd'hui, j'ai parlé des relations avec le Maroc, vous allez dans les aéroports israéliens, vous avez des avions du Maroc, des avions égyptiens, des Émirats, n'est-ce pas, qui viennent en Israël. Donc, il y a du mouvement, les fameux accords Abraham. Mais c'est la réalité des années 20 de notre siècle, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas comme ça il y a 50 ans, ce n'était pas comme ça il y a 20. Et bien sûr, la réalité était différente il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Donc en fait, pour comprendre, pour revenir à votre question, il faut tout simplement inscrire la réalité dans un contexte historique. Et on ne peut pas, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cet article, on ne peut pas dire que les relations entre juifs et arabes ont toujours été mauvaises ou ont toujours été bonnes. Il faut à chaque fois, et non seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez, il faut passer à la micro-histoire. Et vous avez des relations juifs et arabes au milieu rural, au milieu urbain, des relations entre juifs et arabes dans les pays centralisés, dans les pays anarchiques, dans les empires. Et vous avez aussi des types de relations juifs et arabes en pays sunnites d'un côté et en pays chiites de l'autre. Juste un exemple, dans les pays chiites, pour revenir à ce que je disais pour l'Iran, un juif est un être impur. C'est une influence zoroastrienne. Mais cette vision du juif n'existe pas dans les pays sunnites. Dans un pays chiite comme le Yémen, à un certain moment, les orphelins juifs, les orphelins de père et de mère, étaient convertis de force. Pourquoi? Parce que dans la tradition zaïdite islamique, toute personne née au Yémen naît musulmane. Et tant que cette personne naissant musulmane avait ses parents, donc ça va, ils peuvent toujours s'occuper de cet enfant. Mais si ses parents disparaissaient ou venaient à disparaître, donc l'enfant orphelin devait revenir dans le giron de l'islam. Et bien entendu, la réalité yéménite
n'est pas du tout la réalité tunisienne, ni la réalité irakienne, etc. Donc c'est pourquoi, en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que non seulement sur le plan historique, il n'y a jamais eu un seul modèle de relation entre juifs et musulmans, mais même à l'intérieur de l'islam, et à n'importe quelle époque, il n'y a jamais eu un modèle unique de relation entre juifs et musulmans. Il y avait toujours des paramètres, des critères, etc., qui différenciaient cette relation d'un pays à l'autre, ou d'une région, d'un siècle à l'autre. Donc, vous l'avez dit, il n'y a pas de modèle unique entre les relations juives et musulmanes, mais pourtant, aujourd'hui, la focale, elle se fait sur le conflit israélo-palestinien. Donc, comment on peut, quelles sont les clés pour sortir un peu de cette rivalité et de créer du lien, en fait, entre les deux? Là, je peux vous donner que ma réponse. Moi, je pense qu'il est temps qu'il y ait deux États, un État juif et un État palestinien. Et que, tôt ou tard, on passera par cette solution. Et je pense qu'un État binational juif et arabe ne marcherait jamais. Nous avons l'exemple malheureux du Liban, n'est-ce pas? Et puis un État juif qui engloberait tous les Palestiniens ne marchera pas non plus. Et ce serait un État d'apartheid, un État de discrimination des Arabes par rapport à Israël. Donc, bien entendu, c'est pas une solution. Donc la seule solution, à mon avis, c'est de redessiner la carte de cet État d'Israël et de créer un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Donc merci M. Abitbol d'avoir répondu à nos questions. On va maintenant passer aux questions du public. Parlez bien fort, vous pouvez vous lever et n'oubliez pas votre masque, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et tous. Donc Mehdi Ledge, je suis étudiant en première année ici même. Est-ce que vous pourriez évoquer le statut des Juifs sous le régime de Vichy au Maghreb spécialement? Et quelle relation avait-il avec les Maghrébins, enfin les musulmans dans ces pays-là, justement sur cette période précisément? Merci. Vous parlez de la période de Vichy, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Tout d'abord, juste un point d'histoire. Le Maghreb faisait partie de la France, n'est-ce pas? Et il se trouve que c'est la France de Vichy. Il n'y a pas eu de présence allemande en Afrique du Nord, sauf quelques mois en Tunisie. Mais c'était après novembre 1942. Mais si on prend le cas de l'Algérie et le cas du Maroc, pendant toute cette période, l'Afrique du Nord vivait sous le régime de Vichy. Donc, en règle générale, toutes les lois de Vichy ont été appliquées aux Juifs. Les lois de Vichy concernant les Juifs, bien sûr, en France. Et avec quelques rajouts, des rajouts assez intéressants d'ailleurs. Par exemple, en Algérie, vous savez, les Juifs étaient français en Algérie au nom du décret Crémieux de 1870. Et comme ce décret a toujours été décrié par les pieds noirs, et était à l'origine d'une vague d'antisémitisme des pieds noirs, n'est-ce pas, des Algériens depuis la fin du XIXe siècle, l'un des premiers gestes de Pétain, du régime de Pétain, c'était de supprimer la nationalité française aux Juifs. Et aujourd'hui, on sait que les Allemands n'y étaient pour rien. Tout comme les Allemands n'y étaient pour rien pour l'application des lois de Vichy aux Juifs d'Afrique du Nord. Les Allemands deviennent des acteurs importants dans l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord à partir de novembre 1942. Novembre 1942, quand l'Afrique du Nord, ou quand les Américains et les Anglais sont entrés en Afrique du Nord, et que les Allemands ont réagi en occupant la Tunisie. Alors oui, alors c'est pendant 3 mois, n'est-ce pas, de novembre à avril, pendant 3 ou 5 mois, au maximum 6 mois, il y a eu un face-à-face entre Juifs et Allemands. Mais pendant toute la durée de la guerre, le face-à-face était entre les autorités de Vichy et les Juifs. Et donc, toutes les mesures qui ont été prises en métropole, disons de la zone de Vichy plus exactement, l'ont été en Algérie. Alors bien sûr, il n'y a pas eu les déportations
des Juifs d'Afrique du Nord. Mais il n'y a pas eu de déportation parce que si on prend les dates, les rafles du Lénine ont commencé en juillet 42. Il se trouve que les Américains et les Anglais sont arrivés en Algérie en novembre 42. Aujourd'hui, on sait, de sources officielles, d'une certaine manière, dans les archives, qu'il y avait des préparatifs. Au moins pour obliger les Juifs à porter une étoile noire. Mais les Américains sont arrivés, ils ont arrêté le processus. Alors, l'autre question qui est très intéressante, c'est quelle est la contribution, d'une certaine manière, de l'autorité arabe, locale, dans ces relations. Quel était le rôle? En fait, le rôle était moindre. Pour une raison bien simple, parce que l'autorité principale était entre les mains des Français. Nous sommes en régime colonial. C'est la France qui mène le jeu, c'est la France qui décide. Et les autorités locales ne pouvaient qu'imposer leur signature. Par exemple, on sait que au Maroc, que le roi du Maroc de l'époque, Mohamed V, Mohamed Ben Youssef, à l'époque, avait des relations très cordiales avec les Juifs. Mais il a été obligé de signer, de contre-signer les décrets anti-juifs de Vichy. Donc, c'est la réalité. Donc, il y a eu... Vichy a appliqué ses lois en Afrique du Nord. Pour le grand bonheur des Juifs d'Afrique du Nord, les Américains et les Anglais, ou l'Afrique du Nord, si vous voulez, a été libérée depuis novembre 42. Donc, et comme on le sait, dans l'histoire de Vichy, ou de la France sous Vichy, c'est à partir de novembre 42 que les exactions allemandes, les persécutions allemandes sont devenues les plus terribles. Or, il se trouve que cette période, les Américains et les Anglais étaient sur place. Bonjour monsieur, merci d'être là tout d'abord. On parlait de colonisation et justement, je voulais revenir pour ma part sur cette question-là et plus particulièrement sur le fait que beaucoup d'historiens considèrent que les décrets Crémieux de 1870, comme vous l'avez souligné, marquent un début de rupture entre les relations entre juifs et musulmans, en Algérie notamment, étant donné que les populations musulmanes ne voyaient pas pourquoi l'État français accordait la nationalité à certains et non pas à d'autres communautés. Donc, et puis même quand on peut parler de la présence française dans l'Arabie, avec les multiples promesses qui ont été faites aux Juifs, aux Syriens, aux Libanais, aux Arméniens, etc., est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, la colonisation française et britannique a aussi détérioré les relations entre les deux peuples, qui étaient pourtant très saines? Merci. Oui, je vous le dis tout de go, oui. La colonisation a été une rupture dans les relations entre les minorités, pas seulement les Juifs d'ailleurs, entre les minorités. N'oublions pas que l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, où le monde arabe était une sorte de tour de Babel, avec des minorités de toute religion et de toute tradition. Les minorités, en règle générale, ont été favorisées par les régimes coloniaux. Qu'il s'agisse des Anglais, qu'il s'agisse des Français, ils ont été favorisés. C'est un fait. Et puis, ces minorités, en fait, ont agi suivant une stratégie qu'on peut appeler une stratégie de minorité, une stratégie minoritariste. En tant que minorité, ils ont compris assez rapidement que pour leur bien-être, il fallait se rapprocher de la puissance coloniale, il fallait se rapprocher, disons, des nouveaux maîtres du pays. D'ailleurs, si on prend l'histoire de l'Afrique du Nord, les Juifs ont toujours été plus proches, avant la colonisation, plus proches des Arabes que des Berbères. Pourquoi? Parce que les Arabes avaient le pouvoir, les Arabes étaient en fait... disons, c'est une stratégie de minorité. Les minorités ont toujours été... en Europe aussi, prenez le cas de l'Europe, un pays comme... un exemple assez propre, c'est celui de la Hongrie. Alors, dans la Hongrie, vous avez les Hongrois et puis les Autrichiens, la culture allemande. Les Juifs ont toujours été plus proches de la culture allemande que de la culture magyare, pour une raison bien simple, parce que la culture allemande était perçue comme supérieure, plus élevée, plus importante, etc.,
qui ouvrait plus d'horizons. Donc c'est une stratégie de minorité. Et puis, du côté des colons ou des colonnés, c'était assez commode d'utiliser, qu'il s'agit des Coptes en Égypte ou des Juifs en Afrique du Nord, de cette minorité, pour leurs administrations, pour leurs besoins économiques, etc. Donc il y avait vraiment une sorte d'échange de bons procédés entre juifs, entre minorités et autorités coloniales. Et donc c'est sûr que ça a été favorisé. D'autant plus que ça a été une attitude favorable des colons à l'égard des régimes coloniaux à l'égard des Juifs. Et d'autant plus que lorsque les régimes coloniaux ont été établis, tous, sans exception, ont aboli le fameux système des dhimmi. Ce système qui, en fait, instituait l'inégalité entre musulmans et minorités, entre musulmans et minorités chrétiennes ou juives. Donc, quand les Français sont d'ailleurs depuis Bonaparte était le premier à supprimer ce statut. Mais quand les régimes coloniaux sont arrivés sur place, ils ont annulé le statut de dhimmi. Donc, il y avait ils ont instauré une sorte d'égalité. Et puis à cela s'ajoutaient des éléments supplémentaires, comme par exemple le fameux décret Crémieux. Le décret Crémieux qui, du jour au lendemain, a promu les Juifs d'Algérie, les a promus français, citoyens français. Mais ce qui est intéressant, c'est que 5 ans avant le décret Crémieux, c'est-à-dire en 1865, il y a eu un senatus consulte. On était sous Napoléon III, et Napoléon III a publié un senatus consulte, en fait un décret, permettant aux Juifs et aux musulmans qui le voulaient d'opter, pour la nationalité française, s'ils remplissaient un certain nombre de critères. C'était des critères, mais vraiment assez simples, comme par exemple renoncer à la polygamie, renoncer au droit local, au droit indigène. Ce qui est très haut. Il y avait moins de juifs que de musulmans qui ont accepté de devenir français. Et quand on a dit à M. Crémieux, qui était un responsable du gouvernement que les juifs ont refusé d'opter pour ce senatus consulte, il leur a dit, mais il ne faut pas leur laisser le choix. Il faut imposer un décret. Donc il y a eu le décret Crémieux d'octobre 1974. Mais je voudrais, à ce sujet, juste, remettre les choses en place. Il y a d'après une certaine tradition historique, que les musulmans ont considéré ce décret Crémieux comme une sorte d'humiliation de la part de la France, qui aurait prému de cette sorte les Juifs sur le compte des musulmans. Et certains vont même jusqu'à expliquer la fameuse révolte de Mokrani en 1871 en Algérie comme une révolte qui a été occasionnée par le décret Crémieux, par cette naturalisation des Juifs d'Algérie. En fait, quand on lit les rapports de la commission d'enquête qui a été créée immédiatement après la révolte de Mokrani, on a l'impression qu'en fait que les musulmans étaient assez indifférents à ce décret Crémieux, et qu'au contraire, ils ont compris qu'ils ont vu que les Juifs manquaient d'honneur, d'une certaine manière, en acceptant la nationalité française, que eux, musulmans, ils auraient refusé. Mais cela dit, c'est un fait, vous avez bien raison, en tant que les régimes coloniaux, d'abord, ont favorisé les Juifs, et toutes les minorités, et deuxièmement, en devenant français, les Juifs avaient beaucoup plus de facilité dans tous les domaines que les musulmans. Bonjour, merci pour cette conférence. Alors j'avais une question, vous avez évoqué les non-conversions de Juifs sous l'Empire ottoman, et l'historien Olivier Delorme les explique, lui, par un calcul politique de l'Empire ottoman qui voyait les minorités comme une manne financière. Et du coup, je voudrais savoir votre avis sur cette analyse. Est-ce que ces non-conversions sont plus un calcul politique ou une volonté de tolérance? Tout d'abord, il y a eu des conversions, par exemple, oui. Pas de juifs, mais disons, vous savez, dans les régions balkaniques, il y a eu
des conversions à l'islam. Mais je voulais dire que sur un plan théorique et théologique, le prosélytisme ne fait pas partie du logiciel de l'islam. À tel point que dans le fameux statut, le fameux pacte d'Omar qui institue le statut des minorités, il est interdit aux juifs, tout comme aux chrétiens, de toucher au Coran, le livre saint, d'écrire en caractère arabe. On interdisait aux juifs, tout comme aux chrétiens, de s'assimiler aux musulmans, aux arabes, en utilisant par exemple la fameuse kunya, vous savez, c'est Abou, quelque chose, etc. Donc dans le logiciel musulman, le prosélytisme n'est pas de règle. Mais il y a eu des cas, je parlais tout à l'heure des Almohades. Les Almohades ont voulu convertir de force les Juifs du Maroc, comme les Juifs d'Espagne, tout comme les chrétiens d'ailleurs. Donc il y a eu des cas. Mais disons, la différence, c'est que on pouvait vivre en terre d'islam sans être obligé de changer de religion. Qu'il y a eu des cas de conversion, même de conversion massive à travers l'histoire, oui. La raison fiscale, peut-être, mais c'est une explication. Mais pour moi, le plus important comme explication, c'est vraiment l'explication culturelle. À savoir que l'islam, ce n'est pas une religion de prosélytisme. D'autant plus qu'on reconnaissait les juifs et les chrétiens comme les peuples du livre. Donc ils avaient un statut. Alors les païens, oui, on pouvait les convertir. Mais les juifs et les chrétiens, non, c'était des peuples du livre, on reconnaissait leurs droits, la pratique religieuse. Il y avait une tolérance de base dans l'islam à l'égard des peuples du livre qu'il n'y avait pas, par exemple, dans le christianisme. Bonjour, merci pour la conférence. Ma question est un peu analogue à celle d'Iliane, sauf que je voudrais remonter un peu plus loin, au siècle des croisades, donc disons du XIe au XIIIe siècle. On sait qu'à cette époque, l'Empire abbasside est en déclin, et il y a une multitude, vous l'avez souligné, de communautés, que ce soit des chrétiens maronites, arméniens, etc. Et pendant les croisades, certains vont pactiser avec les croisés contre les abbassides ou les seldjoukides qui commencent à poindre. Quelles vont être en fait la réaction finalement de la communauté juive, plutôt de fidélité à leur statut d'immi ou quelle réaction face aux croisades? Alors, tout d'abord, si on prend le cas des Juifs de Jérusalem, de Palestine, en fait, ils ont été massacrés de façon aussi massive que les musulmans, par les croisés. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le Seljoukides et sur l'Asie, c'est vrai que les Juifs ont eu un régime de faveur quand les Mongols, à la suite de cette affliction dont vous parlez, c'est pas quand les Mongols ont envahi l'Irak, quand ils ont envahi Bagdad. Et on a même le cas d'un ministre juif, n'est-ce pas, nommé par les Mongols. Mais en fait, tout ce qu'on sait, c'est que les relations entre les Juifs et Saladin étaient très bonnes, d'accord. Mais en fait, on peut pas. C'est un fait que les Juifs ont toujours été du côté, quand il y avait le choix entre régime autorité chrétienne ou autorité musulmane, les Juifs ont toujours été du côté musulman parce que leur statut de dhimmi leur conférait une certaine tolérance, une certaine liberté. Ça paraît évident. Bonjour monsieur, merci de votre présence. Vous avez parlé de votre solution pour le conflit israélo-arabe avec du coup une solution à deux États. Comment est-ce que vous pensez que cette solution pourrait se mettre en œuvre? Est-ce qu'elle se ferait de l'interne ou via des institutions internationales?
comment est-ce qu'un partage, un renouveau, enfin, un redécoupage de la carte pourrait être accepté des deux camps? À mon avis, de l'interne, ça aurait été formidable, ça aurait été l'idéal. Mais nous savons tous que cela ne se passerait pas comme ça. En fait, ce qu'il faudrait, on assiste depuis une vingtaine d'années, en fait, depuis une quarantaine d'années, à une sorte de craquement de toute la carte de cette région. Et on assiste à quoi, en fait? C'est l'éclatement de cet héritage post-colonial. Parce que quand vous considérez la carte du Proche-Orient, vous verrez de belles lignes frontalières, etc., toutes droites. Mais ce sont des lignes frontalières qui ont été dessinées par la France, par l'Angleterre, par l'Italie, le fameux Sykes-Picot, n'est-ce pas? Et tous les problèmes aujourd'hui de ce Proche-Orient, qu'il s'agisse de problèmes du Liban, qu'il s'agisse des Kurdes en Irak, ou qu'il s'agisse bien sûr de la question palestinienne, sont d'une certaine manière nés de ce découpage. Or, à mon avis, à mon sens, l'idéal serait de découper une nouvelle fois ce Proche-Orient, mais en tenant compte de tous les intérêts locaux, bien sûr, mais ne pas découper les choses de façon arbitraire sans demander leur avis aux populations. Donc, pour répondre à votre question, oui, il faut un redécoupage de la Palestine, mais un redécoupage de la Palestine qui serait fait en priorité par les parties elles-mêmes, mais bien entendu entouré de tous les voisins. Par exemple, juste un exemple, la Jordanie et la Palestine, c'est quoi? La Jordanie, c'est un petit morceau de la Palestine que les Anglais ont détaché de la Palestine pour faire plaisir à un descendant de l'émir Hussein, n'est-ce pas, qui les a aidés contre les Ottomans. La même chose quand vous voyez la carte de l'Irak, c'est quoi la carte de l'Irak? C'est quelques puits de pétrole, bien sûr, et puis les Anglais, ils ont dessiné une carte avec des Kurdes, des sunnites, des chiites, tout ce que vous voulez, ce qui donne lieu à toutes les explosions d'aujourd'hui. Donc, oui, il faut peut-être découper, mais on ne peut pas le faire sans une considération générale, mais bien entendu, je parle de quelque chose d'absolument impensable. Je dis oui, c'est pensable, mais ce ne sera pas réalisé. J'imagine très mal les pays du Proche-Orient venir s'asseoir à une table où on accepte de les redéfinir, de les redessiner. Mais le mieux serait que juifs et palestiniens, que juifs et arabes s'arrangeraient entre eux et qu'ils laisseraient les puissances là où elles sont. Y aurait-il encore des questions? Il y a des questions. Il y a une question. Bonsoir et merci pour ces propos très nuancés. Je voulais vous poser quelques petites questions. C'est une demande d'information. Premièrement, sur la légende de Mohammed V. C'est les propos qu'on entend tenir à son sujet. Et on le présente comme le protecteur des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. D'après vous, d'où vient cette légende? Si il est avéré qu'il a contresigné, puisque je suppose que vous avez travaillé sur les archives. La deuxième question, c'est sur la langue hébraïque dans le monde arabe. Moi, personnellement, j'ai étudié l'hébreu au Maroc dans les années 70. Ça continue, je ne sais pas dans quelles conditions, comment. Et donc à l'époque, je voulais me procurer une méthode d'hébreu, parce que les cours qui étaient dispensés à l'université de Raman ne me satisfaisaient pas. Et donc j'ai trouvé une méthode d'hébreu faite par un professeur syrien, et qui donnait comme motivation aux Arabes l'aspect militaire. C'est-à-dire que pour vaincre Israël, il fallait apprendre l'hébreu.
Je vous rassure, c'était pas ma motivation. C'était plutôt pour lire la Bible dans le texte. Et donc, bon, je m'étais renseigné, et d'après les informations de l'époque, c'était les pays où on enseignait l'arabe dans les années 70, c'était la Syrie, sous réserve, parce que je n'ai pas pu le vérifier, en tout cas, l'Égypte et le Maroc. Est-ce qu'actuellement, on enseigne l'hébreu dans d'autres pays arabes? Et peut-être une question, mais vous allez commencer par vous avez commencé par y répondre. C'est la question de l'écriture arabe. J'ai moi-même travaillé, mais c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant un moment sur les traductions hébraïques des textes philosophiques arabes. Et donc, on sait que beaucoup de juifs, et le plus grand peut-être, Maïmonide, a écrit en arabe. Il n'a pas écrit qu'en arabe, mais il a écrit en arabe. En tout cas, le guide des égarés est écrit en arabe. Et on m'a souvent posé une question à laquelle je ne savais pas répondre. C'était pourquoi ils écrivaient en caractère hébraïque. Est-ce que l'interdit que vous avez évoqué de Romain a continué à exercer sa rigueur? Voilà. Aujourd'hui, c'est interdit, elle est désuet, elle est obsolète. Mais à l'époque dont vous allez parler, c'était le cas. À savoir que comme l'arabe, c'est la langue du Coran, donc c'est une langue sacrée, et dans l'esprit, n'est-ce pas, de ce rejet du prosélytisme, on interdisait aux non-musulmans d'utiliser des caractères arabes parce que ce sont les caractères du Coran, du livre saint. Et c'est pourquoi les Juifs, merci monsieur pour votre remarque, quand ils écrivaient en arabe, ils écrivaient en arabe littéraire, mais avec des caractères hébraïques. Avec des caractères hébraïques parce qu'ils ne pouvaient pas, il leur était interdit tout simplement d'utiliser l'arabe. Mais c'est une évidence qu'ils connaissaient parfaitement la langue arabe, la littérature arabe, ils lisaient les textes en arabe, Maïmonide, Gaon, etc. Mais ils n'écrivaient pas en caractère parce que c'était un interdit. Aujourd'hui, bien sûr, cet interdit n'existait pas. Et depuis le XIXe siècle, il y a une véritable littérature juive en arabe, et notamment en Irak. En Irak, avec une poésie, des poètes, des romanciers, et des journaux, bien sûr, tenus par des juifs qui écrivaient en arabe. Personne, bien sûr, ne leur fait grief, n'est-ce pas, d'utiliser la langue arabe. Et nous avons même un exemple fameux, c'est celui d'Abou Nadara. C'est un journal égyptien, une sorte de canard enchaîné du XIXe siècle en Égypte, qui était écrit, qui était en arabe, et dont le rédacteur en chef était tout simplement un juif égyptien, que l'on considère comme l'un des pères du nationalisme, ou du moins du patriotisme égyptien au XIXe siècle. Pour revenir à vos deux autres questions, tout d'abord sur l'enseignement de l'arabe, vous savez, l'enseignement de l'hébreu, c'était comme ça aussi en Israël. À savoir, en Israël aussi, on a développé d'abord l'étude arabe pour des raisons militaires. Mais il se trouve qu'en Israël, on avait une population arabophone importante, et notamment la population irakienne. Et cette population irakienne, et égyptienne, etc., mais surtout irakienne, pour elle, la langue arabe, ce n'était pas seulement la langue pour les renseignements militaires, c'était aussi sa langue de culture. Donc c'est une langue qui a commencé à se développer en Israël. Mais l'aspect militaire était aussi opérant en Israël. S'agissant de votre question sur donc quels sont les pays, oui, les pays que vous avez cités sont vraiment ceux-là, à savoir le Maroc, la Syrie et l'Égypte, peut-être l'Irak, la Jordanie, oui, et les Palestiniens, sûrement, bien entendu. L'hébreu est utilisé par les Palestiniens, il y a des émissions des radios palestiniennes en arabe, et puis bien sûr, l'hébreu est devenu une sorte de langue vernaculaire pour une bonne partie des Palestiniens. Je voudrais aussi ajouter, et là c'est mon expérience à Paris 8 que je voudrais vous soumettre, que dans un pays comme le Maroc,
pour pour des études linguistiques en arabe, etc., il fallait étudier l'arabe plus deux langues sémites. Alors souvent, les étudiants arabes, les étudiants marocains venaient à Paris 8, dans les départements d'études hébraïques, d'hébreu, pour pouvoir répondre à cette exigence, n'est-ce pas, des autorités marocaines. Je crois que c'est l'agrégation en arabe ou un diplôme marocain. Il fallait étudier encore une langue sémite, donc on étudiait l'hébreu, et on étudiait l'hébreu, non pas pour des raisons militaires, mais vraiment pour des raisons culturelles ou, si vous voulez, universitaires. Alors, s'agissant de Mohamed V, je crois l'avoir souligné, il a été obligé de signer tous les textes de Vichy, parce que s'il n'avait pas signé ces textes, eh ben, Vichy ne serait pas gêné pour le démettre de cette fonction. Mais on sait qu'il avait des relations assez étroites avec des personnalités juives qu'il a reçues pendant toute la guerre. Et pour revenir à la fameuse légende qu'il a protégée, en fait, on mélange de dates, on mélange la période de Vichy, puis une autre date, c'est 1943, quand les Américains étaient déjà sur place. Il y a eu une fête du trône au Maroc en 1943, et dans cette fête du trône au Maroc, le roi a fait vraiment un discours où il citait les Juifs comme ses citoyens, ses citoyennes. Mais là, on est en 1943. Donc c'est un discours qu'il n'a pas fait en 1941, qu'il n'a pas fait en 1942, mais en 1943. Mais les faits sont là. Cette dernière question, est-ce qu'il y en aura encore une après? D'accord, ce sera la dernière pour clôturer. Bonsoir, merci énormément pour cette conférence, c'est extrêmement instructif, merci beaucoup. Comme dernière question, je voulais savoir comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir des relations judéo-arabes dans les années, dans les décennies qui vont venir. Est-ce que vous pensez que ça va se jouer principalement au niveau des populations ou plutôt au niveau des relations internationales, ou peut-être un petit peu des deux? Voilà. Quelle est votre vision de l'avenir des relations entre juifs et arabes dans un futur proche et à moyen terme? Si vous m'aviez posé cette question il y a 20 ans, il y a 30 ans, je vous aurais dit que vraiment il y a peut-être de l'espoir, etc. Mais il se trouve que ces dernières années, un nouvel élément est entré dans le jeu, si je puis dire, c'est l'élément religieux. Jusque-là, jusqu'à l'apparition du radicalisme ou du djihadisme, comme vous voulez l'appeler, les relations juifs arabes, c'était des relations, comme je vous ai expliqué, à savoir, c'était pas basé sur des bases théologiques assez claires, etc., et nettes. Mais avec la montée du radicalisme, c'est toute une autre vision du monde et c'est toute une vision du judaïsme qui apparaît. Et dans cette vision du radicalisme, du djihadisme, il y a bien sûr des relents de l'attitude classique de l'islam, le fameux dhimmi, etc. Mais il y a aussi d'autres innovations, si je puis dire, d'autres apports. Et c'est l'entrée en jeu, l'entrée en action de l'antisémitisme européen dans cette nouvelle vision du juif que l'on trouve chez les islamistes. Vous savez, les protocoles des sages de Sion, qui sont un texte antisémite apocryphe qui a été développé, écrit, rédigé par les services de la Russie tsariste, font partie de cette idéologie des radicalistes. Ils sont cités expressément, par exemple, dans la charte du Hamas palestinien. Et les notions qui sont totalement étrangères à l'islam sont aujourd'hui accaparées dans cette phraséologie islamiste. Le meurtre rituel, des accusations vraiment que l'on trouvait toujours dans les textes européens, dans les textes antisémites européens. Et voilà que les islamistes les ont accaparés, les ont intégrés dans leur vision. Et là, c'est vraiment là probablement la grande aggravation des relations juifs et musulmans. Jusque-là,
jusqu'à l'apparition, disons, du judaïsme, on pouvait imaginer disons, une sorte d'accommodement, de relations entre juifs et arabes, et on y allait d'ailleurs. Mais avec l'apparition du judaïsme, c'est autre chose. C'est autre chose, les relations se deviennent des relations sanglantes, violentes, etc. Alors qu'on allait peut-être, dans les années 50 encore, vers des solutions beaucoup plus... et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand vous prenez la carte aujourd'hui des relations du monde arabe, où ça ne va pas entre Israël et le monde musulman, ben c'est là, c'est dans les pays, dans les régions où l'islamisme est maître. C'est la relation entre Israël et l'Iran. Par exemple, quand vous prenez la phraséologie de l'Iran s'agissant d'Israël, mais ça n'a rien à voir avec la phraséologie politique classique, etc. En Iran, on est allé même jusqu'à la négation de la Shoah, que ça a à voir avec l'islam, rien. Mais donc, là, vous prenez encore la phraséologie du Hezbollah, les islamistes du Hezbollah, la phraséologie des djihadistes de Ben Laden, les djihadistes du Hamas. Donc c'est autre chose. On est dans l'autre chapitre des relations entre juifs et musulmans. Et c'est ce chapitre-là vraiment qui est le plus inquiétant. Alors, l'espoir de tous, c'est que ce chapitre soit clos, soit fermé assez rapidement. Personnellement, je n'y crois pas, je suis assez pessimiste. Mais dans le même temps, et je crois, j'ai souligné tout à l'heure, il y a beaucoup de lueurs d'espoir. Il y a ces accords d'Abraham, n'est-ce pas, de ces dernières années, avec les relations entre Israël et les pays des Émirats. Aujourd'hui, il y a aussi des relations assez étroites entre Israël et le Maroc, des relations peut-être avec l'Arabie Saoudite. Donc, on peut dire que d'un côté, il y a tout pour être désespéré, n'est-ce pas, et exaspéré, désespéré avec cet islamisme. Mais malgré tout, il y a quelques lueurs d'espoir. Parallèlement, je voudrais aussi ajouter, personnellement, j'étais persuadé, encore il y a quelques années, que la France, par exemple, où il y a une forte minorité juive et une forte minorité musulmane, pourrait peut-être être ce laboratoire de nouvelles relations, ou des relations apaisées entre juifs et arabes. Hélas, les choses ne se passent pas comme ça. D'un côté, nous avons aussi le radicalisme musulman en France, mais nous avons aussi le radicalisme juif. Aujourd'hui, la communauté française juive, c'est une communauté d'extrême droite. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, hélas, un pays comme la France, qui aurait pu peut-être offrir un autre dialogue, ne joue pas son rôle. D'accord ? Et donc, on est obligé de se tourner vers ce qui se passe au Proche-Orient, avec tous ces hauts et bas, et ces bas que l'on constate depuis quelque temps. Au rebonjour du coup. Étant moi-même marocain d'origine, et vous avez très bien évoqué les accords d'Abraham récents, j'aimerais savoir si selon vous, le fait de signer comme ça des accords bilatéraux entre les pays arabes et Israël pourrait à l'avenir stabiliser les relations diplomatiques et politiques entre les deux communautés. Je pense que oui. Par exemple, moi je suis persuadé que si un jour on faisait un référendum en Israël, par exemple, sur le Maroc ou le roi du Maroc et tout, pour une majorité d'Israéliens voterait en faveur du roi du Maroc. C'est sûr qu'il y a, vous savez, c'est tout à fait normal. Vous avez des milliers d'Israéliens qui tous les ans vont au Maroc. Et ils reviennent du Maroc avec des souvenirs du Maroc, avec une expérience marocaine, etc. Et ça joue énormément pour la construction d'une nouvelle image, pour la construction de nouvelles races. Le seul étude, c'est là aussi, c'est un problème assez étonnant, c'est même marocain. C'est les Israéliens d'origine marocaine qui vont au Maroc et qui connaissent le Maroc. Quand ils rentrent en Israël, ils sont les plus extrémistes qui sont là. Ils sont dans le camp c'était Netanyahou il y a quelques années encore. Mais là aussi, ça n'a rien à voir avec l'expérience, ça a à voir avec la politique israélienne, la politique intérieure. Mais c'est sûr que ces relations jouent énormément
dans l'amélioration des images mutuelles entre juifs. Personnellement, dans mes derniers voyages au Maroc, je suis tombé sur des Marocains qui parlaient hébreu, des Marocains musulmans, n'est-ce pas, qui comprenaient. Je parle de l'hébreu parlé, bien entendu, parce qu'ils sont en contact avec des touristes. Mais ça joue énormément. Les uns et les autres ne sont pas des monstres, c'est des êtres humains comme tous les autres, et c'est très important, ça joue beaucoup. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci Monsieur Abitbol pour ce bon moment avec les étudiants. L'équipe des rencontres sera également à remercier le comité. Et enfin, nous vous souhaitons une très bonne soirée et à bientôt pour les prochaines conférences. Merci à vous.